En première ligne, il faut tuer le temps à défaut de tuer autre chose. Les loisirs comme les spectacles en arrière des lignes ou la création d'objets artisanaux tentent de rappeler aux soldats une vie sociale antérieure. L'écriture, celle des carnets personnels, celle des lettres à destination des siens pour lesquels on se bat, joue un rôle capital dans le maintien d'une identité personnelle en dépit de la déshumanisation du conflit. L'idée d'une coupure profonde entre soldats et civils est un mythe présent dès le début de la guerre et encore vivace aujourd'hui. En période calme, on estime que les combattants écrivaient environ une lettre par jour et par personne, au minimum. Ce qui veut dire des milliards de lettres échangées entre le front et l'arrière, et dans les deux sens, bien sûr, pendant toute la durée du conflit. Et les lettres ont une importance centrale pour le moral des soldats. Une importance centrale, tout retard de courrier, dans un sens ou dans un autre, crée une tension souvent très mal reçue, très mal perçue, et devient très rapidement intolérable. Avec le courrier, d'ailleurs, transitaient également les colis, qui étaient essentiels pour l'amélioration du quotidien combattant. Cette boîte à lettres, en fait, est une boîte à lettres de tranchée anglaise, réalisée en bois de caisse très ordinaire. Il manque d'ailleurs le fond. Et l'inscription, donc, est la suivante, Franken Letters Only, donc lettres affranchies seulement. Il s'agit en fait d'une boîte aux lettres dans laquelle les soldats étaient censés déposer les lettres qu'ils voulaient donc envoyer avec un timbre. Et c'est un objet extrêmement symbolique de la guerre de tranchées. Les armées combattantes occidentales, anglaises, allemandes, françaises, sont des armées massivement alphabétisées pour la première fois dans l'histoire de la guerre. Et les soldats sont coupés pendant de longs mois ou de longues années de leur famille, et un des liens essentiels conservés avec ce qu'on appelait à l'époque l'arrière, ou en Angleterre le home front, eh bien c'est justement le courrier, ce sont les lettres. Il est intéressant de noter d'ailleurs que le courrier était le seul lien qu'avaient les soldats d'Australie et de Nouvelle-Zélande avec leur famille. Quand je parlais, je disais tout à l'heure que le soldat français ou allemand ou britannique, il vivait dans l'espoir d'une prochaine permission. Le soldat de Nouvelle-Zélande ou d'Australie, sa permission, il allait la passer à Londres ou en Écosse ou en Grande-Bretagne. Mais de toute façon, pas au pays, pas en Nouvelle-Zélande et pas en Australie, puisque une permission pouvait durer que quelques jours, pratiquement 8-10 jours, et qu'il fallait à cette époque-là 2 mois par bateau pour se rendre en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Donc c'était pour ces gens-là encore plus important. Le courrier, c'est très important, mais il marche mal, il ne marche pas toujours très bien, il marche d'une façon bien souvent irrégulière, mais ça se comprend parce que les troupes sont mobiles, elles peuvent être déplacées à un endroit du front à un autre, il faut que le courrier suive, mais c'est vrai, ça marche. Ça marche et c'est indispensable, et le commandement, après les problèmes de chemin des dames, en 1917, Pétain a pris la suite de Nivelles, et il avait parfaitement compris qu'en plus des permissions, de la nourriture, il fallait apporter un soin particulier au courrier, parce que c'est le moral du soldat. C'est l'espoir de la prochaine permission et l'espoir de la fin du cauchemar. Dans la tranchée, les soldats montaient la garde et regardaient ce qui se passait en face, et les autres en face, et les copains étaient dans l'abri, en général l'abri souterrain, et bien souvent ils faisaient leur courrier, ils écrivaient. Il écrivait au crayon, ou il écrivait au crayon à encre. C'était ni plus ni moins qu'un crayon dont on mouillait la mine. En général, au bout de 20 secondes d'utilisation, vous aviez la langue violette.
Vous écriviez donc au crayon, mais avec une écriture à l'encre. Chère cousine, je fais réponse à la belle carte de bonne année que je viens de recevoir de toi. Enfin, espérons que cette sale guerre finisse le plus tôt possible, afin que je puisse te revoir et t'embrasser. Je te dirai que je suis dans la Somme, dans la boue jusqu'aux genoux. Devine donc combien que l'on est mal. Depuis environ 8 jours, le temps s'est remis au beau. Ton cousin qui ne t'oublie pas, Leclerc, Jean. Les opérations militaires un peu ralenties commencent à reprendre. J'espère ne pas être trop longtemps sans m'en aller, mes permissions devant se trouver avancées. Il ne faut cependant pas trop y compter. On enjolive un petit peu la vie de tous les jours. On ne veut surtout pas inquiéter les proches. Et on dit, tout va bien. C'est bien souvent des banalités. Il a plu. Envoyez-moi un colis ou tricote-moi un cache-nez ou un pullover supplémentaire. Mais il n'y a pas ou très peu de détails militaires, de détails tactiques. D'ailleurs, nous avons une affiche texte de réserve signée Joffre, intimant l'ordre aux militaires de ne mentionner ni le nom de la localité où il se trouve. C'est la raison pour laquelle on met en place un réseau de secteurs postaux, secteur postal 60 327, et non pas le nom du village ou de la localité, ni le nom des chefs, ni le récit de la future attaque ou de la dernière attaque. Donc vous voyez, ça restreint quand même pas mal les sujets. Et puis alors il y a le sentiment, bien entendu, il y a les réponses de l'épouse en ce qui concerne les difficultés d'existence, mais aussi les enfants qui travaillent bien à l'école, les bons résultats font plaisir à papa, etc. Je suis toujours bien en peine de savoir si tu reçois bien mes lettres, car si tu ne les reçois pas, tu vas t'ennuyer. C'est la 4e carte que je t'envoie et je t'ai envoyé aussi 4 lettres. Je te souhaite bien le bonjour, une bonne santé et je t'envoie 1000 gros baisers. Louise Poutot. Aux armées, le 21 septembre 1916. Cher petit ami, j'étais de garde quand j'ai reçu votre missive. J'étais content, car ne recevant pas de nouvelles de mes parents, j'étais inquiet et ça m'a distrait. Le temps pluvieux continue, et à la suite de la chaleur qu'il a fait il y a 2 jours, aujourd'hui, il fait froid. Les familles suivent dans l'angoisse le destin des leurs, blessés, prisonniers ou disparus. Face au bourrage de crâne de la propagande, l'arrière dispose très tôt d'une contre-information fiable. Très vite, la mort des proches, les récits des permissionnaires, les lettres font connaître, sinon la réalité du front, du moins une partie de celle-ci. Les soldats ont beaucoup insisté sur l'incommunicabilité qui caractérise leur expérience combattante. À ce titre, les journaux de tranchées, rédigés et illustrés dans les unités elles-mêmes et qui ont existé dans plusieurs armées, constituent une source précieuse. S'adressant exclusivement aux soldats, ils s'autorisent malgré la censure et l'autocensure une expression très crue sur l'expérience de guerre. Environ 400 de ces journaux de tranchées ont dû être édités dans l'armée française. La censure est surnommée Anastasie et on la représente sous les traits d'une vieille dame armée d'une grande paire de ciseaux. La censure existait, mais pratiquement elle ne conservait qu'à peu près 4 à 5% du courrier. C'était peu, mais il y avait toujours présente cette menace que sa lettre soit ouverte et qu'il y ait des mesures de rétorsion disciplinaire qui soient prises contre l'intéressé s'il y a des détails importants et interdits.
Même si elle est un peu plus stricte chez les Britanniques, elle joue finalement un rôle relativement limité dans son travail de contrôle. Et ceci pour deux raisons majeures. Les soldats britanniques sont volontaires, en tout cas en début de guerre, et du côté français, les combattants sont motivés par de très fortes convictions patriotiques. D'autre part, les soldats ne veulent pas inquiéter leurs proches. Aussi, ils s'auto-censurent et font contre mauvaise fortune bon cœur en acceptant le contrôle de leurs écrits. Le 3 septembre 1918, 11h30 du soir. 33e corps, 9e bataillon, 15e escouade, secteur postal numéro 224. Me voilà arrivé à Troyes, à une trentaine de kilomètres du patelin où nous sommes cantonnés. Je commence à être un peu lassé de tous les changements que nous avons déjà faits. Nous allons coucher ici, mais pas dans un bon lit entouré de 1000 caresses, mais dans des salles d'attente sur le plancher. À bientôt de vos nouvelles. Je vous embrasse bien tendrement, Henri. Il me paraît intéressant également de signaler que nous avons acquis au cours des ans un certain nombre de documents, de manuscrits, de lettres de gens connus qui ont marqué de près, de loin et d'une façon différente cette époque. On a Poincaré, on a Joffre en tant que militaire, bien sûr. Voilà une lettre du général Mangin, mais la genèse des opérations, le pourquoi des décisions prises, voilà qui peut se raconter pourvu que les chefs parlent. Il y a grand intérêt à parler. Je ne demande pas mieux de vous ouvrir mes dossiers. Et il devait en avoir, le général Mangin. Il avait participé à l'offensive du chemin des Dames de 17. C'est un document qui est d'une grande rareté, que nous avons fait restaurer, et qui est un document manuscrit signé Guillemer. Il porte l'insigne des cigognes. Et il porte l'insigne de l'aviation. Et vous me demandez quelques mots sur notre pauvre camarade Dorme. Voilà, c'est ça qui venait de disparaître, la disparition de Dorme est certainement la plus grande perte qu'ait faite l'aviation. Guillemer va subir le même sort sur le front des Flandres, vers Poelcapelle. On n'a jamais retrouvé son corps. Tous ces documents, bien entendu, sont uniques. Barbus. On a un bon petit lot de lettres de Barbus. Comment vas-tu? Que deviens-tu? Moi, j'ai réintégré l'hôpital ayant été jugé insuffisamment guéri à ma visite d'incorporation. Parce qu'après les convalescences, avant d'être renvoyé au front, on passe une visite d'incorporation ou de réincorporation, savoir si on est à nouveau bon pour le service. J'y ai maintenant, donc à l'hôpital, j'y ai maintenant quelques loisirs. J'ai entrepris un nouveau bouquin, mais comme je reçois toujours beaucoup de lettres sur le feu, soulignées, et que j'y réponds, la majeure partie de mon temps est prise par cela. Il fait allusion au feu, le fameux livre qui avait reçu le prix Goncourt en 1916. Nous avons fait une bonne place à Monsieur de Kotrovisky, enfin je vais dire Guillaume Apollinaire, un poème manuscrit qui s'intitule « Le chant de l'horizon en Champagne ». Apollinaire qui a été blessé à l'extrémité du chemin des Dames vers Berry-au-Bac,
qui a été trépané, qui a été réformé, bien entendu, et qui est mort de la grippe espagnole peu de temps avant l'armistice du 11 novembre. Je crois que d'ailleurs c'était le 9 ou le 10 novembre 1918. Notre morceau de bravoure sur la correspondance, je vous le donne en mille, de Maurice Chevalier à Mistinguett. La première est datée de novembre 1914, par exemple. Petite femme chérie, il était du camp où il était prisonnier. Il a rajouté dans le coin supérieur, dans l'angle supérieur de la lettre, envoie-moi une photo de toi dans une lettre, mais une bellotte. Hein. Ce qui est amusant et quand même un petit peu émouvant, c'est que au fur et à mesure, le bel élan se calme parce qu'on a l'impression que la Miss répondait pas forcément toujours aussi régulièrement avec le même enthousiasme et le même amour. Et puis, différentes photographies des attitudes dans le camp de prisonniers. On aperçoit Maurice ici, très smart. Une photographie en sépia, mais qui est très pâle, et sur laquelle Maurice fait quelques commentaires, écrit quelques commentaires. Dis donc, ma gosse, est-ce que j'ai encore longtemps à poireauter comme ça au garde à vous? C'est fatigant. Mais celle-ci est très amusante. Elle montre Maurice avec un de ses copains déguisé en femme. Ils sont certainement lors d'une petite prestation de théâtre. Et voilà le commentaire. Ah, tu vois qu'il y a des belles mômes ici. Ah, celle-là est un superbe zouave poilu comme un sapeur. Bon, je t'aime, Maurice. Le voilà en balade dans le camp de prisonniers, et son chapeau, il est en chemise, en cravate, son chapeau sur l'œil, le voilà encore, et le voilà encore. Il était infirmier, alors même dans le camp, il porte son brassard d'infirmier militaire. La Miss le fera sortir du camp de prisonniers fin 1916. Ah, ces fameuses petites cartes. Quand j'embrasse Archange, ça doit être la poupée qui est là, il me semble que c'est un peu pour toi, je t'aime. Un homme comme Georges Duhamel avait, entre deux opérations, avait largement le temps, ce qu'il a fait d'ailleurs, le temps d'écrire. Et voilà les photos originales de Georges Duhamel. Celle-ci est sépia, un peu passée. Et voilà. Georges Duhamel, vous voyez, avec sa blouse de chirurgien, mais on craint quand même les bombardements, puisqu'on est dans un hôpital, hein, dans un local où on soigne, où on opère, on porte le casque et on a le masque à gaz. Donc on craint l'alerte au gaz. Voilà le manuscrit d'un de ses livres, Salavin, avec les ratures inhérentes à tout manuscrit. Nous étions chargés de faire 2 fois par nuit une patrouille pour établir la liaison avec le régiment de la Bif qui tenait Curlu sur l'autre rive. Cela nous donnait beaucoup d'indépendance. On ne foutait rien dans la journée, on ne montait pas la garde au créneau, on n'était d'aucune corvée, on coupait à la routine militaire encore plus pénible à supporter au front qu'à la caserne. Cela m'allait. Et bien que les patrouilles ne fussent pas toujours drôles, la nuit, sous la pluie, dans les marais, où le risque était grand de perdre pied, de s'enliser dans une fondrière ou de manquer le sentier et de disparaître dans une tourbière,
Cela était plus excitant que de faire le pied de grue devant un créneau, d'avoir les pieds gelés, de manier la pelle et la pioche plus souvent que le fusil, de s'appuyer d'épuisantes corvées et d'être perpétuellement sous la coupe des sergents et de leurs absurdes consignes, comme les autres sections du régiment. Nous étions libres, autant que l'on peut l'être à l'armée, et menions une petite guerre d'Indiens dans la grande guerre usinière. Alors, la petite guerre que Blaise Cendrars menait dans la grande, et qu'il décrit dans La main coupée, c'est effectivement une guerre des camarades. C'est-à-dire une guerre que Cendrars est lui-même caporal, il a lui-même un petit groupe d'hommes à ses côtés, et il mène dans la Somme en particulier des coups de main qui sont préparés, exécutés par ce petit groupe. C'est à la fois la petite guerre de ce groupe d'hommes, de ce groupe de copains qui se connaissent et qui donc savent très bien qu'est-ce qu'on peut attendre de chacun pendant un coup dur. Et en même temps, c'est une guerre qui s'affranchit des règles, des objectifs de la guerre générale, et qui est une guerre qui dégénère en quelque sorte en coup de main, en patrouille, en recherche de prisonniers, et où le coup d'audace, au fond, compte beaucoup plus que tout le reste, et qui est au fond une guerre qui n'est pas illégale, pas du tout, mais qui est une guerre souterraine, parallèle, qui n'a rien à voir, évidemment, avec les objectifs stratégiques et tactiques de la vraie guerre, de la guerre donc, qui est menée par ailleurs sur l'ensemble du front. Dans le cas de Cendrars, c'est très particulier, c'est la Légion, ce sont des combattants très décidés, visiblement, très motivés, venus de toutes parts, qui, pour certains d'entre eux, dont Cendrars lui-même, aiment la bagarre. Il ne faudrait surtout pas s'imaginer que tous les combattants français étaient sur le même modèle. Nous autres, on serait bien restés jusqu'à la fin de la guerre à la Grenouillère, tellement on y était pépère. Mais quand on descendait, on savait jamais si on allait y remonter. Et cela, c'était bien la troisième grande saloperie de cette guerre, que de jamais savoir si l'on reverrait le coin tranquille que vaille on s'était aménagé, et même dans le secteur le plus chahuté. Les cagnats que l'on avait construites avec tant de peine, le peu de confort que l'on avait pu se procurer à ses risques et périls, la tranchée que l'on avait mise en état avec tant de travail, de courage, de constance, d'entêtement exténuant. Il avait fallu s'y reprendre des centaines et des milliers de fois, écrasés sous les rondins, les bobines de barbelés, les poutres, les plaques de blindage et les feuilles de tôle ondulées, les fardeaux de toutes sortes, les corvées de munitions, et la défendant plus souvent avec la pelle, avec la pioche qu'à coups de fusil. Ces souffrances étaient sans grandeur. Tout cela manquait de gloire. Mais j'ai connu plus d'un type qui finissait par chérir son créneau, même s'il était planté tout l'hiver dans l'eau et jusqu'au ventre, car c'était là le seul coin de cette terre aimée de France qu'il posséderait jamais en propre, et qu'il était venu défendre. Ce trou d'homme qui le moulait, qui avait fini par épouser sa forme tellement il s'y était accoudé, adossé, frotté par devant et par derrière, durant des heures de veille épuisante et de cafard. Et même si dans la journée son horizon était bouché par la trogne d'un Maccabée ou borné par le créneau d'en face, ce trou d'hommes qui s'éboulait en revêtant le soldat d'un uniforme de boue et où, à chaque relève, l'un ou l'autre restait enseveli comme dans une chiotte sans issue. Douce France, ô mon beau tombeau. Back in on the run, on the run, on the run. You am calling, you and me, every son of liberty. Hurry right away, no delay, go today. Make your daddy glad who have had such a lad. Tell your sweet